À la une de l'actualité, fin de la 6e session du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Plusieurs recommandations ont été faites. Nous pouvons retenir la création de nouveaux consulats du Mali dans certains pays, la réalisation des unités de fabrication de l'aliment bétail et volaille. La 2e édition de la Semaine du numérique, c'est bientôt et c'est du 25 au 27 juin à Bamako. Des conférences débats, des expositions sont prévues pour mieux édifier les hommes de médias. Une conférence de presse a été animée ce vendredi. Les pèlerins maliens sont bien arrivés ce vendredi matin à Mina. Ils passent le 8e jour de Zul Hijja à Mina à faire des prières et des bénédictions avant de prendre la direction d'Arafat cette nuit. Et à quelques jours de la fête de Tabaski, une de nos équipes de reportage a fait un tour dans les gares routières qui sont remplies de passagers. Les compagnies disent avoir pris toutes les dispositions pour satisfaire la clientèle. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Tout d'abord, rendons-nous à Koulouba pour parler de cette audience que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a accordée aux membres du bureau de la Confédération des producteurs de coton du Mali. Il a été question des efforts de l'État concernant la subvention qui permet de booster la culture du coton. Les hôtes du jour ont saisi l'occasion pour présenter leur nouveau bureau. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Yacouba Traoré, président de la Confédération des producteurs du coton du Mali. Il est au micro de Tamsir Diabaté et Sidiki Balo. C'était à propos du fait que nous sommes installés il n'y a pas longtemps. Nous avons tenu à les rencontrer pour présenter les bureaux et dire nos doléances. Propos, nous avons tenu à les remercier du fait que compte tenu de la subvention qu'il a apportée et ensuite les appuis qu'il a apportés pour lutter contre les jacides et le nouveau prix du coton qui se chiffre à 300 francs le kilogramme. Ensuite, sur comment dirais-je, les retards sur les paiements, nous avons échanger là-dessus. Donc le président, concernant le retard sur le paiement du coton graine aux producteurs, nous a donné des assurances que tout sera mis en œuvre pour payer les producteurs restants. Sur les 20 milliards, je crois que beaucoup ont été faits, mais quand même, il nous a donné l'assurance que les choses vont continuer et que tous les producteurs seront payés. À la primature, le Premier ministre, lui, a reçu le directeur exécutif adjoint de l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITI International. Il est venu réaffirmer son accompagnement aux autorités de la transition sur les réformes en cours dans notre pays. Écoutons Badi Baldé, directeur exécutif adjoint ITI International, au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a accepté de nous rencontrer, où nous avons échangé sur l'objet de la mission. Aussi, on a partagé les éléments clés des messages du Conseil d'administration de l'ITIE à l'égard de son pays membre, qui est ici le Mali. Donc, les éléments clés, c'est d'abord réaffirmer l'accompagnement de l'ITIE à l'État sur le programme de refondation des institutions. Parce que l'ITIE, c'est aussi un outil de gouvernance qui peut aider les États, ces États en transition, à refonder leurs institutions pour qu'elles soient plus transparentes, plus ouvertes, plus redevables aux citoyens. Et donc ça, c'était un des aspects clés. C'est aussi les priorités clés de l'ITIE international, de faire en sorte que la mise en œuvre, de faire en sorte que l'ITIE devienne un outil efficace de lutte contre la corruption, un outil efficace d'aide à la mobilisation des ressources domestiques au bénéfice des citoyens. L'ITIE Mali se porte bien. On a vu beaucoup de travail qui sont en train d'être faits grâce à l'appui de la Banque mondiale et beaucoup d'autres acteurs et la mobilisation de toutes les parties prenantes sous le leadership de Monsieur le ministre des Mines et aussi son staff, tel que le secrétariat national de l'ITIE ici, M. Cissé qui est ici présent. Ils travaillent tous en synergie pour mettre en œuvre une norme internationale qui est aujourd'hui très exigeante. Et ils ont fait beaucoup de progrès, par exemple pour la publication des rapports. Nous comprenons que le Mali est sur le point de publier 2 rapports, y compris des chiffres de 2023,
qui serait l'un des premiers pays, mettant en œuvre l'ITI aujourd'hui, à le faire. Et nous encourageons ce genre de travail si dynamique. Nous encourageons le fait que la réforme institutionnelle réglementaire qu'il y a eu ici sur la révision du code minier, qui reflète beaucoup plus les principes de l'ITE, les exigences de l'ITE sont reflétées dans ces textes révisés. Donc nous saluons ces efforts. Nous restons avec les activités du Premier ministre. Il a procédé hier à Kita au lancement de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement. Le chef du gouvernement a invité les communautés à une prise de conscience en vue de préserver et protéger la terre pour les générations futures. Synthèse du discours du Premier ministre, Mamari Koné et Aliou Touré. Des notes musicales des griottes de Kita pour souhaiter la bienvenue au docteur Shogel Kokala Maïga. Montée des couleurs nationales et les terrains liberté du quartier Dar Salam peut à présent abriter le lancement des activités de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement, un cadre propice à la sensibilisation autour des préoccupations environnementales. Et la présence du chef du gouvernement parrain de l'événement pour accompagner les acteurs est bien perçue. Je voudrais ici vous transmettre tous les salutations cordiales et fraternelles du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette importante cérémonie de lancement de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement. Je saisis l'occasion pour remercier les populations de Kita pour leur engagement dans la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie. Le choix de Kita, la 15e région administrative du Mali, pour abriter l'événement n'est pas fortuit. En effet, la région dispose d'énormes potentialités, comme la réserve de biosphère d'une superficie de 2,5 millions d'hectares. Au regard du potentiel forestier et faunique de la région de Kita, le lancement officiel de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement est une opportunité pour mener une grande campagne de communication en vue d'un changement de comportement en faveur de l'environnement et du cadre de vie. C'est aussi la volonté affichée du gouvernement de relever les défis environnementaux qui se posent à cette région en impliquant l'ensemble des acteurs dans cette campagne de communication pour la préservation de l'ensemble des réserves forestières de la région, des agressions de tout genre. Les activités de l'édition 2024 de la quinzaine de l'environnement se focaliseront autour de deux thèmes, des thèmes d'une importance capitale pour le gouvernement. Les thèmes retenus cette année, à savoir, je cite, la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse pour la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin et unie pour les terres, notre patrimoine, notre avenir, pour la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, commémorée le 17 juin, sont assez révélateurs et cadrent bien avec les défis environnementaux et écologiques contemporains que nous vivons tous les jours. Le thème du 5 juin est une invite aux communautés sujettes à la sécheresse à élaborer des plans d'action en vue de réduire les catastrophes et renforcer la résilience à l'échelle mondiale. S'agissant du thème du 17 juin, il invite à une prise de conscience en vue de préserver et protéger la terre pour les générations futures. Le chef du gouvernement a profité de cette tribune pour rappeler le travail abattu par nos forces armées de sécurité dans le cadre du retour de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Il a aussi invité les Maliens à soutenir la transition. C'est nos forces armées de sécurité qui ont écrit en lettres d'or la grande histoire du Mali qu'on a voulu interrompre. Je voudrais donc que vous priez pour elles, pour que aussi longtemps que le peuple malien le souhaite, notre pays puisse progresser et que Dieu inspire ses dirigeants
parce que ce sont des humains. Ils peuvent se tromper pour toujours prendre le bon chemin. Dr Shogel Kokala Maïga a ensuite visité les stands d'exposition animés par les acteurs de la quinzaine, comme la Direction nationale des eaux et forêts, la BFN, la GSM, la Grande Muraille Verte et Aide Mali. Le Premier ministre a également planté un arbre dans le bosquet de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement à Kita. Avant de quitter la capitale de l'arachide, Dr Shogel Kokala Maïga a visité Global Technology Industry du Mali, une unité spécialisée dans la transformation des huiles usées en gasoil. Créée en 2009, l'unité a une capacité de production journalière de 50 000 à 60 000 litres. À cause de l'absence de marché, l'unité ne produit que 600 à 700 litres par jour. 25e édition de la quinzaine de l'environnement. Juste après la cérémonie d'ouverture par le Premier ministre, les officiels ont visité l'unité de traitement des huiles usagées, la gestion durable des déchets industriels et l'activité principale de cette usine qui permet le respect de l'environnement. Envoyés spéciaux à Guibo Koulibaly, Abdul Salam Bambara. L'État s'illustre par ses initiatives avant-gardistes en matière de préservation de l'environnement, notamment par la réforestation et la gestion durable des déchets industriels. Grâce à des actions concrètes, Kita démontre son engagement pour un développement durable et résilient face à la désertification et à la sécheresse. L'initiative est d'autant salutaire qu'elle constitue un cadre approprié pour mener une campagne de communication à grande échelle en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Voudrais-je exprimer l'engagement des partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement climatique à accompagner le gouvernement du Mali pour soutenir ses efforts pour une gestion plus durable des ressources naturelles, du cadre de vie et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques pour le bien des générations présentes et futures. Pour le chef de l'exécutif régional, visiblement ému, se dit fier d'acquérir cet événement avant de souligner les initiatives locales visant la protection de l'environnement. L'organisation de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement apparaît comme une aubaine pour notre région et je fonde l'espoir qu'elle déclenchera une véritable prise de conscience collective et un engagement accru de toutes et de tous pour une meilleure préservation de notre environnement quand nous n'avons qu'une seule terre. Au-delà de la quinzaine de l'environnement, notre ambition est de faire du civisme environnemental une réalité dans l'esprit de tout un chacun. Durant 15 jours, l'événement permet d'attirer l'attention des citoyens sur les dégradations de l'environnement, la destruction du couvert végétal et des sols, l'ensablement et la pollution des cours d'eau, la perte progressive de notre biodiversité, la déforestation, les modes de consommation énergétique inappropriés, l'occupation illégale du domaine forestier classé de l'État, ainsi que la résilience aux effets néfastes des changements climatiques. Le point culminant de cette édition a été la visite de l'unité de traitement des huiles usagées de Kita. Cette usine, essentielle pour la gestion durable des déchets industriels, représente un pas en avant vers un développement plus respectueux de l'environnement. Une unité, encore une fois, de collecte, de transformation et d'élimination des huiles usagées qui sont un produit dangereux. Donc au-delà de l'élimination dans les résidus, nous produisons tout ce qu'on appelle des produits combustibles tels que le charbon, tels que le gasoil, le gaz, qui peut fournir aujourd'hui, qui est une actualité aujourd'hui à nos structures telles que l'EDEM et d'autres, pouvoir se doter, pouvoir s'approvisionner en gaz, en charbon et puis en gasoil. Kita montre la voie en matière de préservation de l'environnement avec des initiatives concrètes et inspirantes. Ici à Bamako, je le disais dans les titres, fin des travaux de la 6e session du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le recueil à des attentes des Maliens a été largement examiné par les conseillers et des recommandations ont été faites telles que l'accès à l'aliment bétail et de la volaille par la création d'unités de fabrication, l'approvisionnement du pays en intra-agricoles et semences améliorées ou encore la création de nouveaux consulats du Mali dans certains pays. Reportage à Mamadou Fani. Les besoins et les attentes de la population malienne sont variés. La 6e session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a permis de passer en revue les préoccupations des Maliens. Subventionner les prix des intrants de pêche et d'aquaculture à hauteur de 50%. Diligenter la reprise du trafic ferroviaire et fluvial. Diligenter la reprise
des activités de l'ICOMA, mettre un accent particulier sur les équipements solaires, hydrauliques et éoliennes, renforcer la sécurité de manière à garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens, créer un consulat général du Mali à Lomé, entre Togo, Bobo Dioulasso, Burkina Faso, Nampula et Maputo au Mozambique, faire de la diaspora une région administrative spéciale. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, dans son mot de clôture, a salué l'engagement des conseillers à œuvrer pour le bien-être de l'ensemble des Maliens. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel devra plus que jamais se faire l'écho des grandes questions de la nation, des solutions envisagées pour les plus hautes autorités, afin qu'en tant que citoyens de l'intérieur et de l'extérieur, nous soyons au même rythme par rapport au développement du pays, à la construction de la paix, au développement dans tous les domaines. Pour l'air, il s'agit de placer le pays dans une trajectoire de paix. La session a aussi adopté une motion de remerciement et de félicitations aux autorités de la transition pour leur engagement à œuvrer à l'amélioration du bien-être des Maliens à travers la mise en œuvre des politiques et programmes. Une motion spéciale a été adressée au président du Conseil pour la bonne tenue de cette session. Réunion du comité de pilotage chargé de la liquidation de l'amunissement. À l'issue de cette réunion, on peut retenir qu'au 31 décembre 2023, l'amunissement ne devrait plus exister juridiquement. Plus de détails avec Youssouf Diakité et Abdoulaye Diarra. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale est à pied d'œuvre pour le départ définitif de l'amunissement. C'est ce qui justifie la tenue de cette réunion du comité de pilotage chargé de la liquidation de l'organisation onusienne l'amunissement. Le comité de pilotage en question est composé de certains départements ministériels. L'objectif, c'est d'arriver à cette liquidation en respectant les différentes étapes. La phase de liquidation consiste essentiellement à mettre en place un certain nombre de mécanismes qui permettent le retrait du matériel, la fermeture de comptes, toutes les tâches administratives qu'on doit faire pour consacrer le retrait définitif de la mission. Et par rapport à cela, il y a une entité qui a été mise en place, qui est appelée entité de liquidation de l'amunissement, qui est constituée d'une petite équipe qui est chargée maintenant de cette tâche logistique et administrative essentiellement. Et dans ce cadre-là, notre comité reçoit un certain nombre de requêtes de l'amunissement par rapport à la réexportation de certains matériels ou de convois sur lesquels on doit faciliter. Il y a aussi des demandes qui sont relatives à la sécurisation de la petite unité qui est sur place ici. L'amunissement part, mais les autres agences des Nations Unies continuent d'exercer normalement au Mali, rassure-t-il. La liquidation est censée se terminer au 31 décembre 2024. Par la présence des Nations Unies, après le 31 décembre 2024, devait juste se limiter à travers la présence de fonds, programmes et agences des Nations Unies qui sont présents sur le territoire national du Mali. Après cette réunion du comité de pilotage, le rapport sera remis à qui de droit afin d'opérationnaliser la liquidation de l'amunissement attendue par tous. Rendons-nous à San, où le gouverneur a visité le chantier du camp digne des Fama. Les travaux sont à 91% d'exécution. Pour plus de précision, écoutons le chef de l'autorité régionale, le colonel-major Ousmane Sankaré. Il est au micro de Drissa Koni. Nous avons visité la majeure partie des bâtiments, le logement des sous-officiers, le logement des hommes de rang, le PC régiment, le PC bataillon, la maisonnette qui abrite le groupe électrogène de 260 kVA. Nous avons visité les châteaux d'eau et actuellement nous sommes au niveau du garage. Je suis optimiste parce que j'ai échangé avec l'entreprise. Ils me disent qu'effectivement, ils sont à peu près à 92%. L'essentiel, c'est de faire un très bon travail. Mais quand même, il ne faut pas que les travaux durent beaucoup plus après une année. C'est pour permettre aux éléments de rallier rapidement. Parce que nous sommes dans une zone très très difficile, sans ces
un carrefour très important. Donc il faut que ça soit rapidement occupé par les militaires pour pouvoir faciliter le travail à Ségou et à Sévaré. En 3 de la transition, des dossiers sont réalisés par la rédaction et ce soir, nous nous intéressons au domaine de la culture. Les crises sécuritaires et sanitaires ont durement touché le secteur de la culture. Des réformes ont été engagées par les autorités de la transition pour améliorer le cadre législatif et réglementaire. Les 3 ans de la transition ont été marqués par plusieurs activités culturelles, notamment la biennale artistique et culturelle. Les perspectives dans le secteur culturel s'annoncent également bonnes, avec la tenue prochaine d'une activité culturelle pour marquer l'avènement de la 4e République. En 3 de la transition, 3 ans de renaissance culturelle. C'est le grand format de ce journal et signé Bemba Sibi. 3 ans, 3 axes, un objectif. Faire rayonner la culture malienne. Une tâche ardue au départ pour le gouvernement de transition car il est venu trouver un secteur sous les effets cumulés de la crise sécuritaire et sanitaire du Covid-19. Il fallait agir vite et même très vite. Le gouvernement en 2021 a mobilisé justement un appui financier de 700 millions pour aider, en tout cas appuyer les acteurs des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Après ces mesures urgentes et sociales pour atténuer les effets de la crise sécuritaire et sanitaire, les autorités de la transition se sont attelées à des réformes. D'abord avec la création de la médaille du mérite des arts et de la culture, l'instauration des trésors humains vivants ou encore l'institutionnalisation de la journée des légitimités traditionnelles. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke de Bamako, donc il fallait mettre le cadre juridique de cette école au diapason de l'ordonnancement juridique sous-régional. C'est dans ce cadre que le système LMD a été opérationnalisé à travers les nouveaux textes adoptés. Des mesures ont été envisagées dans le but d'une meilleure protection des droits d'auteur et des droits voisins. Des mesures ont consisté au renforcement de la protection juridique du patrimoine culturel national. Je veux parler de l'héritage culturel. Et c'est là, à travers le classement de certains biens culturels dans le patrimoine culturel national. Il s'agit plus précisément des alliances de la parenté à plaisanterie, généralement connues sous le nom de Sinankouya chez nous. Et d'autres éléments comme les Sigui. Les Sigui qui est une fête générationnelle chez les Dogons qui a lieu tous les 60 ans. Le bolon qui est un instrument traditionnel d'une très grande importance a été classé dans le patrimoine culturel de l'UNESCO. Une loi a été adoptée, la loi relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national. Ces mesures législatives et réglementaires concourent à la réparation de certaines injustices vis-à-vis des acteurs culturels. Des actions, il y en a eu, comme par exemple le concours de chants en hommage aux Fama, l'élaboration de la charte d'éthique et des valeurs du Mali, les journées nationales du patrimoine culturel qui font la promotion du patrimoine culturel national, l'institution d'une médaille des arts et de la culture pour récompenser les artistes, hommes de lettres et autres créateurs d'œuvres de l'esprit qui se sont distingués dans leur domaine. Depuis un certain temps, il y a une renaissance culturelle à travers les festivals, à travers les grandes rencontres culturelles qui ont lieu sur le territoire national. La célébration de la Nuit de la Paix, le 21 septembre 2021. Au-delà, l'action, de mon point de vue, importante qui retient l'attention et qu'il conviendrait de rappeler, c'est la reprise de la Biennale artistique et culturelle, qui est un espace par excellence de rencontre de toute la jeunesse malienne. Nous avons compris aussi que cette Biennale aura été un baromètre de l'attachement de la jeunesse malienne à sa culture. Et c'est pourquoi d'ailleurs le président de la transition a décidé que les éditions de la Biennale se poursuivent régulièrement. Les perspectives dans le domaine de la culture vont s'inscrire d'abord dans la consolidation des acquis.
Ces acquis seront renforcés, mais également nous aurons à relever de nouveaux défis. La tenue de la prochaine biennale artistique et culturelle à Tombouctou en 2025. Alors, nous avons déjà commencé les préparatifs. Donc, le prochain acte dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet va consister au voyage de la mascotte. Nous avons en perspective aussi l'organisation de la Biennale africaine de la photographie, dite les Rencontres de Bamako, la 14e édition. Le département envisage l'organisation de l'édition 2024 du voyage intégrateur et de Bamako City Tour. En plus, il sera effectué la classification, la certification et la labellisation des activités du secteur de la culture, l'élaboration de la politique nationale du livre et de la lecture, l'édition d'un ouvrage sur les grandes figures de la défense du Mali. L'activité phare demeure l'organisation d'une grande activité culturelle courant 2024 pour marquer l'avènement de la 4e République. L'ambition est à la dimension de la volonté des autorités de la transition de faire de la culture l'ancrage de la reconstruction du Mali. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré ce matin les opérateurs économiques. Les échanges ont porté sur l'état d'approvisionnement du marché, les perspectives. Le reportage est signé Benoro Fofana et Karunga Konaté. En initiant ce cadre de concertation mensuelle avec le commerçant, le ministre Moussa Alassane Diallo veut renforcer la confiance et dynamiser la coopération entre le gouvernement et les opérateurs économiques du Mali. Nous avons passé en revue et prioritairement toutes les actions qui touchent les populations maliennes. Au premier rang desquelles l'approvisionnement correct et régulier du marché en denrées de première nécessité. Ça, il y a une surveillance permanente des marchés de façon à ce que nous puissions à la fois procéder à un diagnostic de tous les événements qui se passent dans les marchés, mais aussi anticiper sur l'approvisionnement du marché correct et régulier. Dans le Mali courant où tout est presque à refaire, le ministre encourage les opérateurs économiques à prendre des initiatives pour d'autres secteurs du domaine qui contribueront au développement endogène tant attendu pour le bien des Maliens. Nous avons échangé sur notre ferme volonté d'assurer le développement endogène de notre pays à travers l'industrie. Comment aujourd'hui promouvoir les petites industries, les moyennes industries et les grandes industries pour transformer notre production nationale de façon à assurer la consommation des Maliens, de façon à permettre aux Maliens de nourrir les Maliens. Donc, quelles sont les initiatives, quelles sont les réformes, quelles sont les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui pour encourager davantage notre secteur privé malien à s'investir dans l'industrie, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Nous remercions le ministre pour cette nouvelle démarche qui permettra d'anticiper sur les problèmes au niveau des commerçants et des industriels. Tout ce qui a été dit ici par le ministre, nous l'avons compris. Ce cadre de concertation mensuelle est la bienvenue. Les opérateurs économiques, ravis de cette nouvelle démarche du gouvernement de la transition, rassure le chef du département de leur accompagnement. La deuxième édition de la Semaine du numérique est prévue de 25 au 27 juin à Bamako. L'événement aura pour thème les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. La rencontre sera marquée par des conférences débats et des expositions avant le jour J. Une conférence de presse a été animée ce vendredi. Batraoré. Le Mali sera au centre de l'économie numérique dans la sous-région et cela pour quelques jours. En effet, le Mali sera l'hôte des pays de l'AES pour des échanges permanents permettant aux acteurs d'échanger à fond sur les enjeux du secteur du numérique afin de proposer des solutions aux défis de l'heure. La semaine du numérique est juste un cadre d'échange. Un cadre d'échange permanent entre les acteurs du numérique qui s'organisent une fois par an. Mais de façon pérenne, c'est-à-dire chaque année, donc on demande à tous les acteurs de venir échanger et trouver des pistes de collaboration. Donc, ceux qui parlent de pistes de collaboration parlent de partenariat, donc des perspectives d'échange. Mais c'est surtout l'occasion de débattre des thématiques, des questions tranchantes, c'est-à-dire des questions d'actualité brûlantes liées au contexte. Puisqu'il n'y a pas de sécurité, ni de développement, ni quoi que ce soit aujourd'hui, sans le numérique,
Le Mali l'a compris en érigeant une direction de l'économie numérique. Et c'est en cela que nous nous sommes mis ensemble pour mutualiser nos moyens, pour développer nos pays à travers une modernisation basée sur la maîtrise des outils de communication autonomes. Cette semaine numérique est une habitude du Mali depuis quelques années. Elle a évolué, elle a commencé sous divers noms. Et maintenant, elle s'effectue au Burkina, elle s'effectue au Niger, qui vient d'organiser sa première édition. Nous allons aussi y mettre la promotion du genre, la jeune fille face aux enjeux du numérique. C'est extrêmement important. Le numérique, autant il est bien, autant il peut aussi faire du mal. Donc cette frange sensible de notre société, savoir la gente féminine et les jeunes filles, doivent être protégées et doivent être mises à contribution aussi, parce qu'elles ont des connaissances pour pouvoir arriver à un règlement de nos problèmes. Conférences, débats, panels et expositions marqueront cette deuxième édition de la Semaine du numérique dont le thème est l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. L'événement est placé sous le parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette semaine est une émanation de la volonté du président de la transition qui m'a donné des instructions pour activer le développement de l'économie numérique dans notre pays et de la modernisation de l'administration. C'est en cela que nous avons institué cette semaine. Et cette semaine, comme vous le voyez, elle répond aux nécessités de la construction de la Confédération des États du Sahel. C'est en cela que nous avons convié les frères du Niger et du Burkina. Nous allons donc travailler entre pays de l'AES et nous allons échanger, n'est-ce pas, les idées. Et nous allons mener beaucoup d'activités, notamment des compétitions entre nos jeunes start-upers, afin qu'ils puissent avoir des solutions innovantes et appropriées à nos problèmes. À l'issue de cette conférence de lancement, la nouvelle commission d'attribution des cartes de presse a présenté aux confrères le tout premier lot du document qui servira désormais à identifier les professionnels du métier. Et vous pourrez suivre un magazine sur la semaine du numérique juste après ce journal. Nouvelles de nos pèlerins. Dieu merci, ils sont bien arrivés ce vendredi matin à Mina. Les pèlerins passent le 8e jour de Zul Hijja à Mina à faire des prières, des invocations et des bénédictions avant de prendre la direction de Arafat cette nuit. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly et Ousmane Fambougri Traoré. Mina, où la cité des tentes est située à environ 6 km de la Mecque, c'est ici que les pèlerins maliens passent le premier jour de l'étape du Hajj. Mina s'inscrit dans le respect d'une tradition prophétique. Le prophète paix et salut sur lui, le 8e jour du mois hijrien, il est venu passer une journée ici. Une journée pleine d'invocations et une journée pleine de lecture du Saint-Coran. Et une journée pleine de purification et de demandes de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant de lui rencontrer demain les grands jours, les jours de Arafat. Le séjour à Mina est marqué par des cultes et des invocations pour avoir la miséricorde d'Allah. Le séjour à Mina avant Arafat, c'est comme vivre dans les cimetières avant la résurrection. On vient passer une journée ici. On va vivre dans les cimetières avant les jours de résurrection et les jours de la grande rencontre avec les bons dieux qui va nous récompenser à nos œuvres. Les conditions d'hébergement sont bonnes à Mina, avec des tentes équipées quasiment de toutes les commodités modernes. Les pèlerins quittent Mina ce soir pour Arafat, à environ une vingtaine de kilomètres, pour un autre grand rituel du Hajj. Et oui, demain samedi, c'est le 9e jour de Zul Hijja du calendrier musulman. Ce jour est marqué par l'étape de Arafat pour le Hajj. Quelle est l'importance de cette date pour le pèlerinage? L'imam Adaman Sidibé donne quelques précisions sur le plus grand rassemblement des musulmans et nous restons avec nos envoyés spéciaux. Le jour de Arafat, c'est l'un des jours les plus importants du calendrier islamique. C'est l'un des jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tous les musulmans du monde entier de se réunir sur le mont de Arafat afin de pouvoir supplier son pardon, sa miséricorde, ainsi de suite. Et c'est également un jour de prière
non seulement pour soi, mais aussi pour tout le monde, pour ses familles, pour ses connaissances et également pour le pays. Le jour de Arafat, c'est un jour très très sacré dans la mesure où ça permet à un musulman accomplissant le Hajj, qui se trouve justement sur le terrain du Hajj, de voir tous ses péchés pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala et également ses doigts, ses prières, ses bénédictions exaucées par le bon Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est également important pour tout musulman qui n'est pas en mesure de se rendre à la Mecque, de jeûner ce jour béni. Suivant la parole sacrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque jeûne le jour du Arafat, je souhaiterais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il expierait les péchés de l'an passé et de l'an qui suivrait. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du lundi 17 juin 2024, fête de Tabaski, et mardi 18 juin 2024, lendemain de la fête, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra le mercredi 19 juin 2024 à 7h30. Voilà, c'est connu. C'est lundi, la fête de Tabaski au Mali. Les gares routières sont remplies de passagers et les compagnies de transport ont pris des dispositions pour mieux gérer les voyageurs. En tout cas, ceux rencontrés par notre équipe de reportage ont pu embarquer sans grande contrainte. Bemba Sibi et Abou Kone. L'ambiance de la fête de Tabaski se sent déjà dans les gares routières qui sont prises d'assaut par les voyageurs. Une seule motivation anime ces derniers, regagner leur famille pour la fête. Et il faut s'y prendre tôt, car avec le flux de passagers, c'est premier arrivé, premier servi. Dans ce flux de passagers, il y a des habitués de ces moments de grand départ, à l'image de Aminata Tangara qui regagne Ségou. Je vais à Ségou pour la fête. C'est là depuis 8 ans. Cette année, je n'ai pas eu de problème car j'ai réservé mon billet à l'avance. Et chaque année, on part fêter à la fête de Tabaski à Kajolo. Bon, on est fiers de ça. En plus, la voiture est tellement fiable et rapide. On est à l'aise, quoi. Pour d'autres comme Mamadou Malé, voyager pour la fête n'est pas une habitude. Il répond favorablement à une requête de son frère pour passer la fête ensemble à 100. Je n'aime pas trop les tracteurs. Pratiquement depuis hier jusqu'à maintenant, pas de contraintes, parce que vraiment ils ont respecté l'horaire. Le flux de passagers, c'est dans les deux sens, comme c'est le cas de Mama Djitei. C'est pour la fête et puis amener un peu de marchandises aussi au Sénégal. Ils s'occupent très bien de nous et puis ils ont beaucoup de respect, quoi, c'est ça. Oui, on n'a pas de difficultés sur la route ni rien. Nos bagages, on amène, il n'y a pas de manquant ni rien. Ceux-ci ont eu une place. Dans les guichets, les agents continuent de répondre à la sollicitation des voyageurs. Les échanges sont souvent tendus, mais avec l'écoute, on se comprend très rapidement. Les bus sont déjà connus, les nombres de places sont connus, donc on va selon notre flotte pour ne pas faire le surbooking. On a fait en telle sorte que les bus, les aires soient dégalées pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'embouteillages. On adapte le moyen à la réalité qui se présente à nous. C'est-à-dire beaucoup de cars pour que les passagers ne puissent pas un peu traîner à la place. Nous avons mis en place une organisation spéciale cette année pour que les clients puissent accéder au bus facilement. Donc on est là, Selina. Pour la fête, on a ouvert une gare plus grande. En plus, on a fait l'acquisition de nouveaux bus. Les chauffeurs ont également bénéficié d'une formation avant la période de la fête. Les compagnies de transport semblent avoir tiré les enseignements des fêtes précédentes. La fluidité du trafic a été gérée sur 3 points. Des mesures qui permettent à ces compagnies de transport de mieux juguler l'afflux massif de passagers. Même avec ces mesures, les voyageurs doivent faire preuve de patience pour retrouver leurs parents et célébrer la fête du mouton dans la communion, puisque même quand on a une place dans un bus, sortir de la capitale reste une autre paire de manches. Les mouvements pour la fête ont entraîné des embouteillages monstres dans la ville des Trois Caïmans.
Et pour éviter les accidents de circulation, l'Agence nationale de sécurité routière et le groupement motorisé de la compagnie de la circulation routière de la gendarmerie étaient sur la RN5, l'axe Kourémalé-Bamako, pour un contrôle routier. Le surnombre des passagers et l'excès de vitesse sont les infractions notées au cours de ce contrôle routier. Constat fait par nos reporters Batraoré et Djeli Makandjabate qui ont suivi quelques moments ces équipes de contrôle routier. Trafic influent sur la RN5, axe Bamako-Kourémalé en cet après-midi de veille des fêtes de Tabaski. L'équipe conjointe à Nazer Gendarmerie est positionnée pour un contrôle routier. Un véhicule de transport en commun est immobilisé et les discussions sont tout de suite engagées entre le chauffeur et les agents de contrôle. Il s'avère que le deux véhicules manque un document de première importance, l'assurance. Quelques minutes après, c'est au tour de Bakary Keita, un autre chauffeur, d'être arraisonné. Il reconnaît que son véhicule n'a pas passé de visite technique depuis bien longtemps. Je savais que la validité de la carte de visite de mon véhicule a expiré, mais compte tenu du contexte actuel, je ne suis pas passé à la visite technique. Ces deux premiers conducteurs sont invités à payer la contravention qui correspond à leur infraction. Les infractions reprochées à ces différents usagers, c'est les infractions courantes, telles que l'excès de vitesse, surnombre des passagers, défaut de plaque d'immatriculation. Concrètement, qu'est-ce que les usagers doivent savoir avant de prendre la route? C'est d'assurer d'abord si le véhicule vraiment est assuré. Et au niveau de la visite technique, cela est au top. Des tests d'alcoolémie ont été effectués sur certains conducteurs et des systèmes d'éclairage éblouissants ont été détachés des véhicules qui les utilisaient. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est vraiment la prédominance sur cet axe-là du transport mixte des personnes. C'est-à-dire qu'on met les personnes et les bagages dans le même véhicule. Le deuxième constat, c'est que nous avons également relevé que beaucoup de véhicules de transport en commun sur cet axe routier sont dépourvus donc des documents administratifs afférents au véhicule. La troisième chose que nous avons constatée, c'est vraiment le surnombre de passagers. Quand vous regardez cet axe-là, c'est une route qui est en très bon état. C'est une route bien signalée, mais c'est également une route qui traverse beaucoup d'agglomérations. Il faut que les usagers de la route se remémorent que dans notre pays, sur tous les réseaux routiers interurbains, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Ces contrôles conjoints qui sont intensifiés à la veille de chaque fête visent à éviter ou réduire les cas d'accident de la circulation lors des fêtes selon le directeur général de l'ANASER. Eh oui, prudence sur les routes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a offert des moutons à des personnes qui se sont fait remarquer par leur engagement citoyen. Cette action à l'approche de la fête de Tabaski encourage ces bénévoles dans leur action de citoyenneté. Reportage à Daouda Koni. Ils sont 4 heureux à être retenus parmi ceux qui régulent la circulation routière à titre bénévole sur certaines grandes artères de la capitale. À Tomikorobuku, Massa Diallo s'est lancé dans cette activité citoyenne il y a de cela un peu plus d'1 an. Mamadou Tangara à Manyambuku depuis 4 ans, Baba Keita depuis 2012 et Mohamed Daou il y a longtemps. Je fais cette activité depuis 2012. C'est pour aider mes concitoyens à circuler librement sans gêne. Aujourd'hui, je suis réconforté dans ce que je fais. Il mérite. Le rôle que joue Baba ici est inestimable. Lui donner un mouton à l'approche de la fête nous enchante tous. Mais grâce à lui, vraiment, te met facilement et puis c'est du bon quoi. Cette action de soutien du ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne à quelques jours de la fête de Tabaski encourage ses bénévoles dans leur engagement citoyen à travers la régulation de la circulation routière. Il est important que des acteurs qui aujourd'hui sont investis dans leur communauté, qui essayent de rendre des services, nous puissions reconnaître ces services-là alors qu'ils ne perçoivent ni salaire, ni aucune autre compensation. Les remercier, leur dire que ce qu'ils font, ce sont des actes qui sont nobles, qui sont bien, de ne pas se substituer à l'État, ça c'est important,
Mais nous savons qu'ils sont dans des endroits où les acteurs ne sont pas toujours là. Et nous voulons, dans ce cadre-là, vraiment reconnaître tout le travail qu'ils sont en train de faire. Il s'agira ici d'encourager l'investissement humain, l'engagement civique, de renforcer la participation des jeunes aux activités citoyennes et d'améliorer le bien-être de la population dans son ensemble. Et oui, une belle action du ministre de la Jeunesse. Autre action humanitaire, l'ONG Islamique Relief offre plus de 5000 bœufs aux personnes vulnérables des communes de Bamako et des régions de Koulikoro, Bougouni, Tombouctou, Ségou, Mopti, Banyangara et Douanza. Pour cette opération, plus d'1,150 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour 80 000 ménages. Mamoudou Danté. Plus de 80 000 ménages vont bénéficier de la viande de plus de 5 000 bœufs offerts par l'ONG Islamique Relief cette année dans le cadre de l'opération Tabaski 2024. Islamique Relief et ses partenaires ont pu mobiliser cette année plus d'1,150 milliard de francs CFA. Islamique Relief a mobilisé des ressources suffisantes auprès de ses partenaires qui ont permis de mettre à la disposition des couches vulnérables 5 351 taureaux pour permettre aux démunis de bien festoyer comme les autres nantis. Cette assistance bénéficiera à environ 80 346 ménages pour plus de 480 076 personnes dans les communes du district de Bamako, les régions de Koulikoro, Bougouni, Tombouctou, Ségou, Mopti, Banyangara et Douanza. Cette action, combien importante pour les bénéficiaires, a aussi émerveillé les autorités. L'ONG Islamique Relief donne du sourire à nos enfants pendant toutes les fêtes religieuses. Cette organisation joue le rôle de père pour nos enfants. Donc, on ne peut que les remercier pour cette assistance très importante pour les bénéficiaires. Que Dieu leur aide à supporter toutes les dépenses pour le futur. Ça fait partie vraiment de nos prérogatives. Le département des affaires religieuses, de culte et de coutumes. Nous lançons effectivement un appel vraiment à tous les donateurs, les personnes de bonne volonté, vraiment à œuvrer dans ce sens-là. L'ONG Islamique Relief opère au Mali depuis 1997 et jusque-là, elle respecte 5 valeurs clés, à savoir la sincérité, l'excellence, la compassion, la justice sociale et la préservation du dépôt. Retour à l'actualité régionale. Koulikoro abrite un exercice d'envergure dénommé Megetan 2 et le chef d'état-major général adjoint des armées, le général Keba Sangaré, a pu suivre le savoir-faire des stagiaires. Commentaire Abdelkarim Kaba. Apprécier et évaluer les leçons apprises, tels sont les objectifs de cette journée VIP organisée au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Devant le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangaré et les spécialistes dans différents domaines, les stagiaires ont démontré leur savoir-faire. Cet exercice d'envergure dénommé Megetan 2 permet aux stagiaires de consolider les connaissances tactiques acquises en les plaçant dans un contexte familier. L'exercice Megetan 2 est une combinaison, un exercice de niveau brigade que la direction des écoles militaires a bien voulu faire dérouler par les élèves du niveau de l'école d'état-major jusqu'à l'école des sous-officiers en passant par les différentes écoles telles que l'EMIA, l'école militaire d'administration et surtout le CFCI. Ce que nous avons vu est très bon, dans la mesure où, avec l'expertise que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous préparer pour le Megetan 3 l'année prochaine, qui sera un exercice de niveau de secteur. Durant le temps de l'exercice, les hauts gradés de notre armée ont eu une vue d'ensemble sur la grande manœuvre. La manœuvre comprend les différentes spécialités des écoles militaires. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général Keba Sangaré, a saisi l'occasion pour donner quelques conseils aux stagiaires afin de minimiser les erreurs une fois dans les opérations. Le général de brigade Keba Sangaré s'est également entretenu avec les responsables du centre d'instruction Boubacar Sadassi. À l'issue de cette journée, le chef d'état-major général adjoint des armées s'est dit satisfait de cette manœuvre. Des exercices d'évacuation sanitaire par hélicoptère ont été également organisés afin d'ajouter un cachet particulier à cette manœuvre.
Renforcement de compétences du personnel du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La formation a porté sur la manipulation du logiciel de la base de données qui gère les signatures de conventions sur l'abandon de l'excision et de mariage précoce. Reportage Moussa Kamara, Karunga Konate et Adama Kamara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunes Leaders Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Il s'agit d'outiller la trentaine d'agents du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ceux des directions régionales de la promotion de la femme afin de faciliter la centralisation des données sur les différentes pratiques. Que dans le cadre de la mise en œuvre de nos actions de promotion des droits sexuels et reproductifs des adolescents, nous sommes confrontés à des défis majeurs. Ces défis sont entre autres l'insuffisance du système de suivi et de collecte des données relatives aux signatures de conventions d'abandon des PTN au niveau régional. À ces défis, le programme a voulu appuyer le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à travers les directions régionales de Ségou, Koulikoro et Nioro du Sahel avec un logiciel de gestion de base de données d'abandon des PTN. Comme vous le savez, le processus a d'abord commencé à Mopti. Après avoir mis en place ce logiciel, comme on a eu de très bons résultats, on a dit qu'on veut élargir. C'est pourquoi nous avons pris en compte ces 3 autres régions. CAIEB et ses partenaires contribuent à l'amélioration de la santé de la reproduction et l'exercice des droits reproductifs et sexuels des adolescents et des jeunes pour une meilleure information et une plus grande liberté de choix. Le système de centralisation et de gestion des conventions d'abandon des pratiques traditionnelles néfastes qui vient d'être mis en place dans les régions concernées aidera sans doute notre département dans la gestion, l'utilisation des données fiables et nous orientera dans nos planifications stratégiques en faveur de la SR et la PF. Les participants sont venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako. La rencontre s'est terminée par la remise des kits informatiques. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité. Je serai là demain également pour d'autres actualités nationales. Vous aussi, je l'espère. Prenez soin de vous et de vos proches. Pour la fête de Tabaski, pensons aux plus démunis, car nos grands-pères disaient que tant qu'il en reste, même le pain coupé, il peut être partagé. Bonne fin de soirée à tous.